voulez pas fermer la porte? Vous voulez pas fermer les fenêtres? Ben, si on n'entend rien. Voilà. 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 Je voudrais qu'aujourd'hui, ce qui vous soucie, si des choses vous soucient, vous le disiez, vous interveniez le plus possible. Et alors, je voudrais aujourd'hui qu'on fasse deux choses. Que l'on termine, non pas la conception spinoziste de l'individualité, parce que là, il me semble qu'on est resté assez longtemps sur cette conception, mais que l'on en tire les conséquences concernant un point, une formule assez célèbre de Spinoza, qui est la suivante. Nous expérimentons, nous sentons et nous expérimentons. Il ne dit pas nous pensons. C'est deux mots très chargés, sentir et expérimenter que nous sommes éternels. Qu'est-ce que c'est que cette célèbre éternité spinoziste? Bon. Et puis enfin, il nous est tout à fait nécessaire de tirer des conséquences sur ce qui devait être le thème implicite de toutes ces séances, à savoir, eh bien, quel rapport finalement entre une ontologie et une éthique. Il faut dire que ce rapport, il intéresse la philosophie pour elle-même, mais le fait est que ce rapport, il n'a été fondé et développé que par Spinoza. Au point que quelqu'un qui viendrait nous dire « Eh bien, moi, mon projet, ce serait de faire une espèce d'éthique qui soit comme le corrélat d'une ontologie, c'est-à-dire d'une théorie de l'être », eh bien, on pourrait l'arrêter et dire « Très bien, on peut dire dans cette voie des choses très très nouvelles, mais c'est une voie qui est spinoziste, c'est une voie signée Spinoza. » Bon. Je veux dire, ce n'est pas une chose qu'il ait besoin de dire. Vous comprenez, j'insiste pour ça, parce que je voudrais aussi que vous en tiriez des règles pour la lecture de tout philosophe. Il ne va pas dire remarquer. Ce n'est pas à lui d'expliquer. Encore une fois, j'insiste beaucoup, on ne peut pas dire quelque chose et expliquer ce qu'on dit. C'est pour ça que les choses, c'est très difficile. Bon. Ce n'est pas Spinoza qui a expliqué ce que dit Spinoza. Spinoza, il a à faire mieux, il a à dire quelque chose. Alors, expliquer ce que dit Spinoza, c'est pas mal, mais enfin, ça va pas loin, ça ne peut pas aller très loin. C'est pour ça que l'histoire de la philosophie doit être extrêmement modeste. Alors, il ne va pas nous dire, remarquez, voyez bien que mes trois genres de connaissances et puis les trois dimensions de l'individu, ça se correspond, c'est pas à lui de le dire. Vous vous rappelez, et je fais ce rappel pas du tout pour revenir sur ces points, mais pour les estimer acquis, vous vous rappelez les trois dimensions de l'individualité. Première dimension, j'ai une infinité de parties extensives, bien plus, si vous vous rappelez plus précisément, j'ai une infinité d'ensembles infinis de parties extensives ou extérieures les unes aux autres. Je suis composé à l'infini. Deuxième dimension, ces ensembles infinis de parties extensives extérieures les unes aux autres m'appartiennent, mais elles m'appartiennent sous des rapports caractéristiques. Rapport de mouvement et de repos dont la dernière fois j'ai essayé de dire quelle était la nature. Troisième dimension, ces rapports caractéristiques ne font qu'exprimer un degré de puissance qui constitue mon essence à moi, c'est-à-dire une essence singulière. Donc les trois dimensions, c'est les parties extensives extérieures les unes aux autres qui m'appartiennent, les rapports sous lesquels ces parties m'appartiennent, et l'essence comme degré, gradus ou modus, l'essence singulière qui s'exprime dans ces rapports.
Or, Spinoza ne le dit jamais parce qu'il n'a pas besoin de le dire. Mais nous, lecteurs, on est bien forcés de constater une curieuse harmonie. Entre quoi et quoi? Entre ces trois dimensions de l'individualité et ce qu'il appelle, à une toute autre occasion, les trois genres de connaissance. Vous vous rappelez les trois genres de connaissance, en effet, et vous allez voir immédiatement le strict parallélisme entre les trois dimensions de l'individualité comme telle et les trois genres de connaissance. Mais qu'il y ait un tel parallélisme entre les deux doit déjà nous amener à certaines conclusions. Mais nous, dans notre tâche modeste, c'est bien à nous de le dire. Et en effet, en quel sens ça se correspond? Vous vous rappelez que le premier genre de connaissance, c'est l'ensemble des idées inadéquates, c'est-à-dire des affections passives et des affects passions qui découlent des idées inadéquates. C'est l'ensemble des signes, idées confuses, inadéquates, et les passions, les affects qui découlent de ces affections. Il faut vous rappeler tout ça. Ça, c'est l'acquis des dernières fois. Or, sous quelles conditions? Qu'est-ce qui fait que, à partir du moment où nous existons, nous sommes non seulement voués à des idées inadéquates et à des passions, mais nous sommes comme condamnés. Et même à première vue, condamnés à n'avoir que des idées inadéquates et des affects passifs ou des passions. Qu'est-ce qui fait notre triste situation? Comprenez que c'est bien évident, je ne voudrais pas la pousser trop en détail, là. Je voudrais juste que vous sentiez, pressentiez. C'est avant tout en tant que nous avons des parties extensives. En tant que nous avons des parties extensives, nous sommes condamnés aux idées inadéquates. Pourquoi? Parce que quel est le régime des parties extensives? Encore une fois, elles sont extérieures les unes aux autres. Elles vont par infinité. Les deux à la fois. Les corps les plus simples, qui sont les parties ultimes, vous vous rappelez, les corps les plus simples, ils n'ont pas d'intériorité. Ils sont toujours déterminés du dehors. Ça veut dire quoi? Par choc. Par choc d'une autre partie. Sous quelle forme est-ce qu'elle se rencontre suivant avec choc? Sous la forme la plus simple, à savoir que constamment, elle ne cesse pas de changer de rapport. Puisque c'est toujours sous un rapport que les parties m'appartiennent ou ne m'appartiennent pas. Des parties de mon corps quittent mon corps, là prennent un autre rapport, le rapport de l'arsenic, le rapport de n'importe quoi, le rapport du moustique quand il me pique, le rapport... moi je ne cesse pas d'intégrer des parties sous mes rapports. Quand je mange, par exemple, quand je mange, il y a des parties extensives que je m'approprie. Ça veut dire quoi, s'approprier des parties? S'approprier des parties, ça veut dire faire qu'elles quittent le rapport précédent qu'elles effectuaient pour prendre un nouveau rapport, ce nouveau rapport étant un de mes rapports à moi. À savoir, avec de la viande, je fais de la chair à moi. Quelle horreur. Mais enfin, il faut bien vivre, ça ne cesse pas d'être comme ça. Des chocs, des appropriations de parties, des transformations de rapports, des compositions à l'infini, etc. Bon. Or, ce régime des parties extérieures les unes aux autres qui ne cessent de réagir, en même temps que les ensembles infinis dans lesquels elles entrent ne cessent de varier, c'est précisément ce régime de l'idée inadéquate, des perceptions confuses, et des affects passifs, et des affects passions qui en découlent. En d'autres termes, c'est parce que je suis composé d'un ensemble d'une infinité d'ensembles infinis de parties extensives, extérieures les unes aux autres, que je ne cesse pas d'avoir des perceptions des choses extérieures, des perceptions de moi-même,
des perceptions de moi-même dans mes rapports avec les choses extérieures, des perceptions des choses extérieures en rapport avec moi-même, et c'est tout ça qui constitue le monde des signes. Lorsque je dis « ah ça c'est bon, ah ça c'est mauvais », qu'est-ce que c'est que ces signes du bon et du mauvais? Ces signes inadéquats signifient simplement « ah ben oui, je rencontre à l'extérieur des parties qui conviennent avec mes propres parties sous leur rapport. Mauvais, je fais des rencontres extérieures également, avec des parties qui ne me conviennent pas sous le rapport sous lequel elles sont. » Voyez donc que tout ce domaine des ensembles infinis de parties extérieures les unes aux autres correspond exactement au premier genre de connaissance. C'est parce que je suis composé d'une infinité de parties extrinsèques que j'ai des perceptions inadéquates. Si bien que tout le premier genre de connaissance correspond à cette première dimension de l'individualité. Or, on a vu précisément que le problème des genres de connaissance était très bien lancé par la question spinoziste, à savoir, en ce sens, on croirait que nous sommes condamnés à l'inadéquate, au premier genre. Dès lors, comment expliquer la chance que nous avons de sortir de ce monde confus, de ce monde inadéquat, de ce premier genre de connaissance? La réponse de Spinoza, c'est que oui, il y a un second genre de connaissance. Mais comment est-ce qu'il le définit, le second genre de connaissance? Dans l'éthique, c'est très frappant. La connaissance du second genre, c'est la connaissance des rapports, de leur composition et de leur décomposition. On ne peut pas dire mieux que le second genre de connaissance correspond à la seconde dimension de l'individualité. Puisqu'en effet, des parties extrinsèques, elles sont non seulement extrinsèques les unes par rapport aux autres, mais elles sont extrinsèques radicalement, absolument extrinsèques. Elles ne m'appartiennent, qu'est-ce que ça veut donc dire que des parties extrinsèques m'appartiennent? On l'a vu 1000 fois. Ça ne veut dire qu'une chose chez Spinoza, à savoir que ces parties sont déterminées toujours du dehors à entrer sous tel ou tel rapport qui me caractérise moi. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire mourir? Mourir, ça ne veut dire qu'une chose. C'est que les parties qui m'appartenaient sous tel ou tel rapport sont déterminées du dehors à entrer sous un autre rapport qui ne me caractérise pas, mais qui caractérise autre chose. Le second genre de connaissance, le premier genre de connaissance, c'est donc la connaissance des effets de rencontre ou des effets d'action et d'interaction des parties extrinsèques les unes sur les autres. Oui, on ne peut pas définir mieux, c'est très clair là. Hein? Très clair. Hein? Les effets définis par les effets causés par le choc ou la rencontre des parties extérieures les unes avec les autres définit tout le premier genre de connaissance. En effet, ma perception naturelle, c'est un effet des chocs et heurts entre parties extérieures qui me composent et parties extérieures qui composent d'autres corps. Mais le second genre de connaissance, c'est un tout autre mode de connaissance. C'est la connaissance des rapports qui me composent et des rapports qui composent les autres choses. Vous voyez, c'est plus les effets des rencontres entre parties, c'est la connaissance des rapports. À savoir, la manière dont mes rapports caractéristiques se composent avec d'autres et dont mes rapports caractéristiques et d'autres rapports se décomposent. Or là, c'est une connaissance adéquate. Et en effet, elle ne peut être qu'adéquate, cette connaissance. Tandis que la connaissance qui se contentait de recueillir, pourquoi? Puisque c'est une connaissance qui s'élève à la compréhension des causes. En effet,
un rapport quelconque est une raison. Un rapport quelconque, c'est la raison sous laquelle une infinité de parties extensives appartiennent à tel corps plutôt qu'à tel autre. Dès lors, le second genre de connaissance, simplement j'insiste sur ceci, c'est que ce n'est pas du tout une connaissance abstraite comme j'ai essayé de le dire. Comparez encore une fois, si vous en faites une connaissance abstraite, c'est tout Spinoza qui s'écroule. Alors évidemment, le tort des commentaires, c'est on cherche toujours, on se dit toujours, ah bah oui, c'est les mathématiques, mais non, c'est pas les mathématiques. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques, simplement les mathématiques sont un cas particulier. Les mathématiques peuvent être définies en effet comme une théorie des rapports. Alors là, d'accord, oui, les mathématiques, c'est une section du second genre de connaissance. C'est une théorie des rapports et des proportions. Voyez Euclide. Bon, c'est une théorie des rapports et des proportions. À ce moment-là, les mathématiques font partie du second genre. Mais penser que le second genre soit un type de connaissance mathématique, c'est une bêtise abominable, parce qu'à ce moment-là, tout Spinoza devient abstrait. On ne règle pas sa vie sur les mathématiques, il ne faut pas exagérer, tandis qu'il s'agit bien là de problèmes de vie. C'est pour ça que, je vous rappelle, je prenais comme exemple, parce que ça me paraît infiniment plus spinoziste que la géométrie ou les mathématiques, ou même la théorie euclidienne des proportions. Je prenais comme exemple, oui, qu'est-ce que ça veut dire la connaissance adéquate du second genre? C'est au niveau d'apprendre à nager, quoi. Ah, je sais nager. Personne ne peut nier que savoir nager, c'est une conquête d'existence, c'est fondamental, vous comprenez. Moi, je conquiers un élément, ça ne va pas de soi conquérir un élément. J'ai nagé, j'ai volé, voilà, tout ça. Formidable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, pas savoir nager, c'est quoi? C'est vraiment être à la merci de la rencontre avec la vague. Alors, vous avez l'ensemble infini des molécules d'eau qui composent la vague. Ça compose une vague, et je dis c'est une vague parce que ces corps les plus simples, que j'appelle molécules, en fait, ce n'est pas les plus simples, il faudra aller encore plus loin que les molécules d'eau. Les molécules d'eau, elles appartiennent déjà à un corps, le corps aquatique, le corps de l'océan, le corps, etc., ou le corps de l'étang, de tel étang, E-T-A-N-G. Bien, alors, c'est quoi la connaissance du premier genre? Eh bien, allez, j'y vais, je me lance, je suis dans le premier genre de connaissance. Je me lance, je barbote, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire barboter? Barboter, barboter, c'est tout simple, ça indique bien le mot barboter. On voit bien que c'est des rapports extrinsèques. Tantôt la vague me gifle, et tantôt elle m'emporte. Ça, c'est des effets de choc. C'est des effets de choc, à savoir, je ne connais rien aux rapports qui se composent ou qui se décomposent. Je reçois les effets de parties extrinsèques. Les parties qui m'appartiennent à moi sont secouées, reçoivent un effet de choc, des parties qui appartiennent à la vague. Et alors tantôt je rigole et tantôt je pleurniche, suivant que la vague me fait rire ou m'assomme, je suis dans les affects passions. Ah, maman, la vague m'a battu. Bon. Ah, maman, la vague m'a battu. Cri que nous ne cesserons pas d'avoir tant que nous serons dans le premier genre de connaissance, puisqu'on ne cessera pas de dire « Ah, la table m'a fait du mal, ah !» Et ça revient exactement au même de dire « L'autre m'a fait du mal ». Pas du tout parce que la table est inanimée. Spinoza, il est tellement plus malin que tout ce qu'on a pu dire après. C'est pas parce que la table est inanimée qu'on ne doit pas dire « Elle m'a fait du mal ». C'est aussi bête de dire « Pierre m'a fait du mal » que de dire « La pierre m'a fait du mal » ou « La vague m'a fait du mal ». C'est du même niveau, c'est le premier genre, ça. Bien. Vous me suivez? Alors, au contraire, je sais nager. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai une connaissance mathématique ou physique, scientifique du mouvement de la vague. Ça veut dire que j'ai un savoir-faire. Un savoir-faire étonnant, c'est-à-dire que j'ai une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu'est-ce que ça veut dire, le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que mes rapports caractéristiques, je sais les composer directement avec les rapports de la vague.
Ça se passe plus entre la vague et moi, ça se passe ça se passe plus entre les parties extensives, les parties mouillées de la vague et les parties de mon corps. Ça se passe entre les rapports. Les rapports qui composent la vague, les rapports qui composent mon corps et mon habileté, lorsque je sais nager, à présenter mon corps sous des rapports qui se composent directement avec le rapport de la vague. Alors, je plonge au bon moment, je ressors au bon moment, j'évite la vague qui approche, ou au contraire, je m'en sers, etc. Tout cet art de la composition des rapports. Et je disais, c'est la même chose, prenez alors, je cherche des exemples précisément qui ne sont pas mathématiques, puisque, encore une fois, les mathématiques, ce n'est qu'un secteur de ça. Il faudrait dire, les mathématiques, c'est la théorie formelle du second genre de connaissance, et pas le second genre de connaissance qui est mathématique. Je dis, c'est la même chose au niveau des amours. Ben oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. Dans un amour du premier genre, vous êtes perpétuellement dans ce régime des rencontres entre parties extrinsèques. Dans ce qu'on appelle un grand amour, la dame aux camélias, quel que c'est beau, et bien là, vous avez une composition de rapports. Non, mon exemple est vrai, parce que la dame aux camélias, c'est le premier genre de connaissance. Mais dans le second genre de connaissance, là, vous avez une espèce de composition des rapports les uns avec les autres. Vous n'êtes plus au régime des idées inadéquates, à savoir l'effet d'une partie sur les miennes, l'effet d'une partie extérieure ou l'effet d'un corps extérieur sur le mien. Là, vous atteignez un domaine beaucoup plus profond qui est la composition des rapports caractéristiques d'un corps avec les rapports caractéristiques d'un autre corps. Et cette espèce de souplesse ou de rythme qui fait que vous présentez votre corps et dès lors votre âme aussi, vous présentez votre âme ou votre corps sous le rapport qui se compose le plus directement avec le rapport de l'autre. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Bien, voilà, c'est le second genre de connaissance. Et le troisième genre de connaissance, et pourquoi est-ce qu'il y a un troisième genre de connaissance? Il y a un troisième genre de connaissance parce que les rapports, c'est pas les essences, Spinoza nous dit. Le troisième genre de connaissance, ou la connaissance intuitive, c'est quoi? Ça dépasse les rapports et leur composition et leur décomposition. C'est la connaissance des essences. Ça va plus loin que les rapports, puisque ça atteint l'essence qui s'exprime dans les rapports. L'essence dont les rapports dépendent. En effet, si des rapports sont les miens, si des rapports me caractérisent, c'est parce qu'ils expriment mon essence. Et mon essence, c'est quoi? C'est un degré de puissance. Mais la connaissance du troisième genre, c'est la connaissance que ce degré de puissance prend de soi-même et prend des autres degrés de puissance. Cette fois-ci, c'est une connaissance des essences singulières. Bon. Le deuxième, et à plus forte raison le troisième genre de connaissances, sont parfaitement adéquates. Donc vous voyez bien qu'il y a une correspondance entre genre de connaissance et dimension de l'individualité, qui veut dire quoi finalement cette coïncidence? Ça veut dire que les genres de connaissances sont plus que des genres de connaissances, ce sont des modes d'existence, ce sont des manières de vivre. Mais pourquoi est-ce que c'est des manières de vivre? Ça devient difficile parce qu'enfin, tout individu est composé des trois dimensions à la fois. C'est là qu'on va trouver comme un dernier problème. Vous, moi, n'importe qui, n'importe quel individu a les trois dimensions à la fois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en tirer? Chaque individu a les trois dimensions à la fois, d'accord, voilà exactement le problème. Chaque individu a les trois dimensions à la fois. Et pourtant, il y a des individus qui ne sortiront jamais du premier genre de connaissance, des sens singulières.
Comment expliquer ça? Alors, c'est pas du tout automatique. Chaque individu a les 3 dimensions, mais attention, il n'a pas par là même les 3 genres de connaissances, il peut très bien en rester au premier. Comment expliquer ce dernier point? Prenons la question autrement. Quand est-ce qu'il y a des oppositions? Par exemple, on peut se haïr. Il arrive qu'on se haïsse. La haine, cette espèce d'opposition d'un mode existant, d'un individu à un autre individu. C'est quoi? Comment expliquer la haine?